Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. 22 septembre 1960, bientôt 58 ans d'indépendance pour le Mali. Pour faire le bilan, nous avons des questions et des invités pour répondre. Le thème du grand dialogue de ce soir, c'est 22 septembre. Que reste-t-il de l'héritage des pères de l'indépendance? Et nos invités sont Doumbi Fakoli, écrivain, Madame Si Kadiatousso, membre de l'ADEMA Association, et professeur Oumar Boiré, économiste, chercheur. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. La première question à vous, Monsieur Doumbi Fakoli. Que reste-t-il de l'héritage des pères de l'indépendance au Mali? Si je devais m'étendre sur la question, je prendrais le temps et je priverai de parole les autres débatteurs. Donc je vais aller très très vite. Je dis tout simplement il faut faire la comparaison entre les valeurs qui avaient formé la personnalité du Malien à l'époque et ce que sont devenues ces valeurs aujourd'hui. On constate à l'évidence que la Malienne et le Malien de l'époque ont fortement changé. Ils ne sont plus matriotes, ils ne connaissent plus leur pays. Ils ne connaissent plus le sens de l'honneur. À l'époque, vous pouvez déposer un fruit, de l'argent, vous allez où vous voulez, vous revenez, vous le retrouvez à la place. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On va plutôt tomber sur vous, chez vous, et vous priver de votre bien. Donc ça a complètement changé. À partir de ce moment-là, il va de soi que 22 septembre 2060 ne peut en aucun cas ressembler au 22 septembre 2018. En aucun cas. Les choses ont fortement changé parce que les hommes qui vont organiser ce 22 septembre ne sont plus ceux qu'on avait avant et ceux dont on était fiers avant. Je crois que j'ai m'arrêté là pour laisser aux autres la possibilité de répondre aussi. D'accord. À vous, Madame Si Kadiatousso, partagez-vous cet avis? Oui, je partage cet avis. Bonjour d'abord à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Je voudrais juste ajouter que peut-être qu'il faut s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi il y a eu ce changement très important, effectivement, au niveau des mentalités et des comportements des Maliens. Ce serait peut-être long de détailler, voilà, mais je suis tout à fait d'accord avec mon aîné qu'on ne peut pas considérer que les valeurs dont nous avons hérité, que ces valeurs-là restent encore partagées par beaucoup de Maliens. Il y a quand même une des constantes qui est là au niveau de la diplomatie malienne, c'est l'idéal de l'intégration africaine. Ça, je pense que c'est une constante qui a traversé tous les régimes et c'est pour notre pays et ça reste très important. Nous restons totalement, en général, les Maliens restent attachés à l'unité de l'Afrique. Sinon, pour le reste, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements. Je pense que nous allons revenir là-dessus. Le sens, l'amour de la patrie est beaucoup proclamé partout. Je pense que tous les Maliens diront qu'ils adorent leur pays, ils aiment leur pays, ils pensent qu'ils sont une vraie nation, alors que dans les faits, ils ne se comportent pas comme... Donc vous pensez que les Maliens sont aujourd'hui plus attachés à l'unité de l'Afrique qu'à l'unité du Mali? Non, c'est pas ce que je veux dire. J'ai dit qu'il y a les deux. Il y a l'attachement à l'unité africaine qui est là. Il y a, lorsqu'on écoute les Maliens, ils vont tous vous dire que ils se sentent avant tout Maliens et c'est très important pour eux de clamer leur fierté d'être Maliens. Mais en fait, lorsqu'on regarde leur comportement, de façon générale, je ne veux pas peut-être aussi trop systématiser, de façon quand même générale, on constate que, surtout les jeunes Maliens, on constate qu'ils sont plus guidés par le souci de leurs intérêts propres, l'assouvissement de leurs intérêts propres que le souci du bien public, le souci du bien-être collectif. D'accord. Professeur Oumar Boiré, quel était l'esprit du 22 septembre? Disons que quand le Mali a accédé à l'indépendance, c'est comme l'œuvre de tous les pionniers.
c'est des gens qui croient à la chose et se sacrifient énormément pour la chose. Ils ne comptent pas leur temps, leur énergie pour bâtir une société nouvelle. Et cet esprit a prévalu, je pense encore aux investissements humains qui avaient lieu pratiquement tous les week-ends pour nettoyer les caniveaux, assainir les quartiers, tout ça. Les gens y croyaient fermement. Pourtant, le niveau d'éducation n'était pas aussi élevé qu'actuellement. Mais je pense qu'on ne peut pas espérer qu'un pays se fige. Les structures sociales évoluent, la population évolue, ça c'est dans tous les pays, mais l'évolution au niveau de notre pays a été une évolution dramatique, pas dans la bonne direction, je dirais. Alors, ce qui fait que, bon, actuellement, je souscris à ce que monsieur a dit et ce que son Excellence Yatou Sow a dit, mais je demeure convaincu que s'il y a quelque chose qui reste, en tout cas, c'est beaucoup plus au niveau de la diaspora, cet amour du pays, que ne l'est à l'intérieur du pays. Ce que les gens clament au niveau du pays, c'est bon, leur amour pour le pays. Mais quand on compare le temps de Modibo et de maintenant, Modibo, quand il quittait le pouvoir, il n'avait pas une seule maison à lui. Pourtant, il était président de la République. Ici, quand les gens sont nommés, en 3 mois, 6 mois, ils se construisent une villa. Dieu seul sait d'où l'argent vient. Alors donc, il y a quand même une différence remarquable entre... Alors, est-ce que les pionniers ont baissé les bras ou est-ce que c'est la relève qui s'est trompée de direction? Non, les pionniers n'ont pas baissé les bras parce que les pionniers ont été évacués petit à petit avec le coup d'État militaire et les changements de valeur ont commencé par là. La dévalorisation de l'école, de la connaissance a commencé par là. On entendait clamer sur tous les toits. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié, je ne suis pas allé loin à l'école, pourtant je dirige le pays. Donc tout le monde peut faire autant. Et si vous regardez, le niveau de l'école malienne a commencé à chuter à partir de ce moment. Avant, les étudiants maliens qui étaient formés, qui étaient envoyés à l'extérieur sur le mérite, sur la base du mérite, eh bien, ce n'est pas des gens qui passaient des examens dans les ambassades occidentales ici avant d'aller. Maintenant, c'est le cas. Et ces gens-là entraient dans les établissements supérieurs occidentaux comme ils entraient dans leur salon. Maintenant, ça, c'est terminé. Les gens ne peuvent même pas aligner une phrase correcte. Ou même dans la courtoisie la plus simple, dans les rapports humains, ont disparu. Vous prenez, par exemple, circuler en voiture, il y a des Sotrama qui passent, des Jakarta qui passent. Pourtant, ils font des fautes du code de la route, mais dès que vous leur faites une remarque, ils vous insultent père et mère. Hein? Et ça veut dire que les valeurs ont vraiment changé. Et sur ce plan, bon, ça c'est un fait indéniable. D'accord. Voilà. M. Doumbi Fakoli, le Mali est-il indépendant? Moi, je vais revenir sur la distinction entre instruction et éducation. Instruction, c'est une connaissance livresque que l'on prend à l'école, même s'il y a des spécialisations. Mais l'éducation, ça se fait à la maison, ça se fait dans le village, ça se fait au niveau de tout le monde. C'est donner des exemples précis afin qu'on ait des modèles à suivre. C'est ça qu'on a perdu. Et pire, en même temps qu'on a perdu cette éducation, on a perdu aussi l'instruction, comme il l'a dit. Vous prenez même parfois des étudiants de 2e année, ils ne sont pas capables d'aligner une phrase correcte. Et ça a commencé depuis Alpha Oumar Konaré. Il ne faut pas se le lire. Lui-même, il a reconnu qu'effectivement, il a échoué sur ce plan-là. Depuis, aucun des chefs d'État qui ont suivi n'ont pris la responsabilité de corriger le tir. Or, c'était possible de corriger le tir. Il fallait seulement s'inspirer du modèle de Modibo Keïta. Nous-mêmes, à certaines occasions, nous avons dit, mais rappelez les retraités de l'enseignement qu'ils forment des enseignants. Les enseignants qui sont formés sont mal formés puisqu'ils sont formés par d'autres formateurs qui n'ont pas la compétence. Donc, à partir du moment où l'éducation est faussée dans un pays, mais ce pays ne peut en aucun cas avancer. Pour sauter et arriver à l'Union africaine,
le problème de l'unité africaine, c'est entre les mains des chefs d'État. C'est pour eux que c'est un problème, sinon pour le peuple, ce n'est pas un problème. Les Maliens se sentent comme les Sénégalais, les Guinéens comme les Maliens, ainsi de suite. Même quand vous allez dans les pays de l'Afrique centrale, vous vous sentez chez vous. Donc pour le peuple, ce n'est pas un problème. C'est au niveau de ces dirigeants-là. Pourquoi? Justement parce que ce sont tous des dirigeants qui ont perdu l'éducation traditionnelle africaine, qui ont perdu le sens de la solidarité et du partage. Ils ne pensent qu'à eux. Sinon, c'est très facile d'aller à l'unité africaine. Ils ont essayé avec l'OUA. Ils se sont rendus compte, plusieurs années après, des dizaines d'années après, que c'était un fiasco. Donc, ils avaient bercé la jeunesse africaine d'espoir. Ils ont viré, ils sont venus sur l'unité africaine, l'Union africaine. L'Union africaine, on voit que c'est aussi, je cite à utiliser le mot, il faut que je trouve un autre mot pour ne pas être un peu, disons, c'est une voie sans issue. L'Union africaine est une voie sans issue. La CEDEAO est une voie sans issue. Toutes ces organisations africaines sont des voies sans issue. Parce qu'elles sont dirigées par des gens incompétents qui n'aiment pas leur peuple, qui ne sont pas disposés à faire le moindre sacrifice pour leur peuple, qui ne sont pas prêts à risquer leur vie pour son peuple. Un responsable qui n'accepte pas de risquer sa vie pour son peuple n'est pas un responsable. Modibo Keïta a pris tous ces risques. Il savait qu'il prenait des risques. Comme Sékou Touré savait qu'il prenait des risques en les affrontant. Mais ils sont allés jusqu'au bout parce qu'ils voulaient servir leur peuple. Or, nos dirigeants actuels, toutes les tendances confondues, il y a peut-être une exception, mais sinon toutes les tendances confondues, de l'Afrique, du Mali, de l'Afrique en général, toutes ces tendances confondues sont des gens qui n'aiment pas leur peuple. Ça, c'est clair. Ils le montrent à longueur de journée. Quand on aime son peuple, on ne peut pas accepter que sa jeunesse souffre ce que la jeunesse africaine souffre en ce moment. Ce n'est pas possible. Vous avez parlé de l'éducation, on va rester dans ce domaine, éducation et instruction. Est-ce que ce n'est pas cette situation qui nous conduit ici aussi? Quand on voit que dans les écoles, certains pensent qu'aujourd'hui, l'histoire occidentale est plus enseignée que l'histoire du Mali, par exemple. Et quand on voit, même à la maison, à la télé, les enfants préfèrent regarder les séries des pays occidentaux que les séries maliennes. Oui, c'est effectivement l'instruction qui a amené ça. C'est l'instruction qui a dévoyé nos enfants, qui fait en sorte que nos enfants ont leur conscience historique, conscience culturelle, conscience religieuse déplacée vers l'étranger. Les enfants maliens, les enfants africains ne se sentent plus africains parce qu'il y a d'autres valeurs qui sont venues se greffer à leurs valeurs et ont tué leurs valeurs. Voilà pourquoi les séries bidons là, en plus qui ne valent rien, qui n'ont aucun contenu social, absolument rien, sauf à pervertir nos enfants. Voilà pourquoi ces séries-là sont de plus en plus prisées par nos télévisions, parce qu'ils ne dépensent pas beaucoup d'argent. Au lieu de prendre les films des producteurs, des cinéastes africains qui parlent de nos sociétés, ils ne le font pas. Au lieu d'enseigner dans nos écoles l'histoire africaine depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, mais ils ne le font pas. Quel jeune sait que l'Égypte, par exemple, qui a été le centre universitaire, le centre universel, le centre où tout a démarré, qui a été à l'origine de la civilisation, quel jeune Africain sait ça, que c'était la production de ses ancêtres? Quel jeune Africain sait que c'est un héritage de ses ancêtres? Or, connaître son histoire, connaître son passé, permet de se ressourcer, permet de rebondir. Parce qu'il y a le triptyque du temps, le passé, le présent et le futur. C'est le passé qui produit le présent. Et le présent produit le futur. Il va de soi que dans 20 ans, 50 ans, si on ne change pas, mais les malheurs vont s'accumuler. Notre jeunesse va être de plus en plus perdue parce qu'elle n'aura aucun repère ou sur lequel s'adosser. Or, elle doit regarder en arrière, voir ce qu'il y a eu de positif que ses ancêtres ont fait, être fier de ses ancêtres et se dire que si ses ancêtres l'ont fait, lui aussi, il peut le faire. Et là, il va modifier le présent pour aller vers l'avenir. Donc, le truc du temps, il ne faut pas l'oublier. Pas oublier aussi l'incidence majeure de l'instruction. Certains pensent même qu'ils ne connaissent pas mieux l'histoire entre le Mali et le Sénégal tout près. Alors, professeur Omar Bouaré, est-ce que vous pensez que dans nos écoles aujourd'hui, on apprend aux enfants à mieux connaître l'Occident qu'à connaître leur pays? Disons que j'ai un point de vue mitigé sur la question, parce que
dans un monde de la globalisation, c'est difficile de s'enfermer sur soi-même. D'un autre côté, la priorité doit être donnée à la connaissance sur son propre pays et son environnement direct. Mais j'irai un peu plus loin. À mon avis, il y a deux problèmes qui se sont posés au Mali depuis le début de l'indépendance. Modibo Keïta avait mis le doigt là-dessus. Il fallait nettoyer psychologiquement les Maliens du traumatisme colonial qu'ils ont subi, de la déstructuration mentale qu'ils ont subi. Et cela, il a créé des assemblées de jeunesse, des mouvements de jeunesse. Et il y a le parti qui s'était donné ce rôle, bien qu'il s'était orienté vers le socialisme. Le deuxième problème qu'il avait identifié, c'était le changement de l'éducation nationale en particulier. La première réforme de l'éducation nationale qui a été effectuée au Mali était de 1962. C'était sous lui. Modibo, curieusement, avait mis le doigt dessus. Il dit qu'il y a un manque d'initiative et que tout avait fait pour dépersonnaliser l'homme africain. Il avait vu juste, mais quand il a essayé de traduire ça dans les faits, il a créé un enseignement de masse. Un enseignement de masse parce que le taux de scolarisation est passé de 7% à 23%. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais ce qui était manquant dans la réforme, bien que Modibo était un homme éclairé à plus d'un égard, comparé à ceux qui l'ont suivi, puisqu'il a été major appointi, ce qui n'est pas le cas des autres, mais même avec ses conseillers, parce qu'il avait aussi un gouvernement bis à Koulouba, qui était composé de Samir Amin, Harry Zolberg. Quand le gouvernement malien décidait de quelque chose, Modibo leur donnait pour avoir un second avis. Mais même eux-mêmes, ceux-là ont passé à côté de la chose. Parce que ce qui fondamentalement a manqué dans la réforme de l'éducation malienne et qui manque toujours, c'est le raisonnement. On n'a pas appris aux gens à raisonner. On l'a appris pendant la période coloniale. Il y avait le traducteur, l'interprète. Le colon disait ce qu'il voulait dire Justement, vous l'avez dit, il faudrait que les Maliens oublient le colonialisme. Mais pour oublier quelque chose, certains pensent qu'il faudrait que cette chose-là disparaisse d'abord. Alors, est-ce que le Malien n'est toujours pas colonisé? Oui, on est colonisé mentalement, mais il faut se donner les moyens de sortir de ça. Et tant que les gens ne raisonnent pas, ils ne peuvent pas se donner les moyens de sortir de ça. C'est ça le fond du problème. Comment pouvez-vous expliquer qu'après 58 années d'indépendance, vous ne pouvez pas montrer un seul objet qui est fabriqué chez nous et vendu à l'étranger pour engranger des bénéfices? Et pourtant, les Maliens ne sont pas sots. Mais comment ça se fait? C'est parce que face à un problème nouveau, les gens ne peuvent pas. Ils n'ont pas appris à raisonner et à décortiquer, à résoudre le problème. C'est ça le fond du problème. Donc on continue à produire et les autres transforment. Les gens apprennent par cœur, comme les sourates du Coran, répètent à tue-tête, font du copier-coller, font du mimétisme, mais ils ne peuvent pas inventer, ils n'ont pas appris à innover et à inventer. Pourtant, ils peuvent le faire. Simplement, ils n'ont pas appris à le faire. Moi, j'ai donné des cours de modélisation économique aux étudiants de 4e année sur la colline. Il y a 2 semaines, il y a un de mes étudiants, des gens que j'ai formés à la production d'articles académiques, qui m'a écrit qu'une de ses publications a été acceptée aux États-Unis. Ça veut dire que c'est possible. Simplement, ils n'ont pas appris. De la maternelle jusqu'au supérieur, on doit apprendre aux gens à raisonner. Les canons du raisonnement logique, on doit l'introduire dans la formation. Que les gens sachent que s'ils font A, la conséquence est B. C'est ce qui manque. La majeure partie des dysfonctionnements de la haute administration est due à ça. Les gens font des choses, ils ne se rendent pas compte de la conséquence que ça peut avoir. Et quand la conséquence arrive, ils ont le dos au mur, ils disent alors comment on va faire? Quand ils ont un nouveau problème, ils se regardent et disent ah non, à la bande droite. Hein? Justement, Mme Sika Diatousso, est-ce que ce n'est pas cet esprit qu'on voit au Mali, quand on voit que les gens se disent toujours ça viendra quand Dieu le décidera à la Débanoria? Et est-ce qu'on n'apprend pas également aux Maliens de suivre plutôt qu'à décider, proposer? Moi, je voudrais revenir ça même sur 2 questions qui me paraissent importantes. Peut-être que ça a un lien avec ce que vous dites là. D'abord, le changement de mentalité. Boiré l'a touché, hein. Effectivement, le coup d'État de 1968 a impacté considérablement et
durablement et de façon négative sur l'évolution des mentalités du Malien en général. À partir de ce moment-là, c'était difficile de reconstruire. Les critères d'ascension sociale ont complètement changé. Le pouvoir des armes était devenu supérieur au pouvoir de l'esprit, au pouvoir de l'éducation, le pouvoir de l'instruction. Donc, le Malien, un autre type de Malien est né. Et pendant longtemps, ceux qui devaient enseigner justement, ceux qui devaient apprendre aux enfants maliens à raisonner, à mettre en avant des valeurs comme l'amour du travail bien fait, l'esprit de justice, le sens du sacrifice, ceux-là même se sont retrouvés totalement, marginalisés, pour ne pas dire clochardisés. Je veux parler des enseignants. Et le reste a suivi. On s'est retrouvés pendant des décennies avec effectivement des enseignants, ceux qui sont censés former les jeunes, qui avaient complètement changé. Donc une nouvelle génération est arrivée et c'est vrai que nous avons eu du mal, même lorsque la démocratie est arrivée, nous avons eu du mal à redresser la barre. Donc ça, il est important de mettre l'accent là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul... Vous parlez de démocratie. La démocratie a-t-elle été positive ou négative pour Forcément positive. Elle ne peut pas être négative. Il y a la façon de gérer. Mais pourtant, vous estimez que la situation continue de se détériorer plutôt. Oui, j'ai dit qu'on n'a pas réussi. C'est un processus. Il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce qu'on décrète qu'on est socialiste que tout d'un coup, on arrive à gérer le pays suivant les règles du socialisme. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a la démocratie que tout d'un coup, on arrive. Effectivement, c'est un processus. Et ça continue. Même les pays les plus avancés en la matière, sur lesquels nous avons pris exemple, continuent à remettre en cause leur propre système constamment. Et ça, il est sûr que nous, on a trébuché. Et il y a eu donc cette première rupture là en 68, mais après, quand il y a eu la démocratie, et qu'on a pensé qu'on pouvait changer des choses, on a trébuché, il y a eu des erreurs, et qui ont conduit certainement au coup d'État, à un autre coup d'État, donc en 2012. Et à partir de là, au lieu d'avancer, nous avons plutôt stationné, sinon même par rapport, en tout cas, à certaines valeurs, nous sommes trouvés en train plutôt de reculer. Donc, c'est important de considérer ces différentes ruptures-là qu'il y a eu. Ensuite, par rapport à la question de... Ça veut dire que maintenant, la nouvelle génération a des responsabilités importantes. Il faut maintenant se remettre à bâtir une société de progrès. Société de progrès qui devrait prendre en compte toutes ces composantes, parce qu'on a aussi cette situation qui est là. On pense qu'on est dans une nation, mais en réalité, pour moi, la nation est en construction. On ne peut pas vraiment dire, au regard de tout ce qui se passe, les replis identitaires, le regain du communautarisme qu'on constate, qu'il y a véritablement une nation qui est déjà bien là. On est en train de la construire et il faut vraiment s'atteler à ça. Le deuxième point, c'est par rapport à ce que mon aîné Doumbia a dit, concernant l'intégration. Moi, je suis quand même un peu plus optimiste parce que je me dis que ce n'est pas parce que les dirigeants africains ont mal géré, n'ont pas fait comme les pères de l'indépendance, n'ont pas suivi la même trajectoire, n'ont pas eu vraiment la même volonté politique et le même volontarisme que ceux-là, qu'il faut laisser tomber. Il faut peut-être se dire que l'OUA, l'Union africaine et la CEDEAO doivent être l'Union africaine des peuples, la CEDEAO des peuples, parce que de plus en plus, tout le monde, je pense, se rend compte, les populations de ces différents pays-là, qu'un pays seul ne peut pas s'en sortir. Même la question de l'indépendance que vous posez, si le Mali considère qu'aujourd'hui il est indépendant, si autour de lui les autres pays ne le sont pas, il y aura toujours un problème. Mais qu'est-ce que les autorités, notamment maliennes, sont en train de faire par rapport à cette situation? Par rapport à... Vous parlez de l'union. Vous dites qu'aujourd'hui, tous les Maliens savent que par rapport à l'union de l'Afrique... Oui, je pense que quand même, en tout cas, le Mali, plus que beaucoup d'autres pays, de tout le temps, a posé des actes concrets pour montrer sa dédicace à l'intégration africaine. Le président, après le président Modibo Keïta, la diplomatie malienne a continué à travailler, même sous Moussa Traoré, à travailler dans cet esprit-là. Et quand Alpha Oumar Konaré est venu,
on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais sur cette question-là, je pense qu'il a Donc été, vous pensez qu'ils il ont a fait été de un leur des mieux. meilleurs. Il a fait de son mieux et d'autres ont essayé de continuer à faire. D'accord, Mais ils ne sont monsieur pas Dum. seuls. Je n'ai pas terminé. 30 secondes. Oui, mais vous laissez plus de temps. Il faut me laisser Allez-y. aussi. Et il y a des efforts à faire, mais si on s'en tient au constat que ça ne marche pas, qu'il y a des problèmes, on n'avancera pas. Il faut essayer de voir ce qui aussi aujourd'hui nous permet quand même d'avancer. Et la CEDEAO, si je prends seulement la CEDEAO par rapport aux autres organisations sous-régionales, la CEDEAO est considérée quand même comme une organisation sous-régionale qui fait beaucoup de progrès. Sur juste la question de l'indépendance, autant en 1960, les Maliens étaient fiers de leur liberté, d'avoir recouvré leur indépendance. Autant aujourd'hui, dans le contexte actuel, beaucoup de Maliens ont le sentiment que le Mali est sous tutelle et que nous ne sommes pas, l'intégrité territoriale n'est pas assurée. Nous ne pouvons pas nous déplacer comme avant sur l'ensemble du territoire national. Notre armée nationale reste cantonnée dans les régions comme Kidal. Et pendant ce temps, on a des groupes armés qui refusent de désarmer et qui sont soutenus malheureusement par une partie de la communauté internationale. Donc, et à qui la responsabilité? La responsabilité est au niveau de la communauté internationale, mais avant tout au niveau des Maliens. C'est pour ça que je disais au début, est-ce que les jeunes Maliens sont prêts à être debout sur les remparts? Avant les jeunes Maliens, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont venus, qui ont dit que nous allons régler ce problème, votez pour nous, nous allons le faire? Est-ce que ces gens ont montré le bon exemple? Ils n'ont pas, ils ont fait, je pense qu'ils ont fait de leur mieux, mais ils ne sont pas seuls à décider. Et c'est le problème de l'indépendance que vous posez. Ils ne sont pas seuls à décider. On sait aujourd'hui que ce n'est pas seulement au Mali, on sait aujourd'hui que là où les décisions concernant notre pays là, se prennent, les stratégies sont définies ailleurs. Donc le Mali n'est pas indépendant? À mon avis, le Mali a perdu beaucoup de sa souveraineté et il est nécessaire que les Maliens se rendent compte de cela et se mobilisent pour recouvrer totalement cette souveraineté-là. D'accord. Abou Doumbifok, est-ce que vous pensez que les autorités ont fait de leur mieux? Nous, maintenant, on cite souvent les pays asiatiques en exemple. Ils ont subi la colonisation pure et dure comme l'Afrique. Pour certains pays, même pire que l'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde a peur d'eux. Personne n'ose envoyer des contingents pour aller régler un problème là-bas en Asie. Au contraire, sur le plan économique, sur le plan industriel, ils se sont refaits. Pourquoi? Parce qu'au sortir de la colonisation, ils ont dit plus jamais ça. Et pour que ça ne se répète pas, ils se sont adossés sur leur tradition. Ils ont réveillé leur culture, ils sont partis de leur culture pour réaliser tout ce qu'ils réalisent en ce moment. C'est ce que l'Afrique n'a pas fait. Ce que nos dirigeants ne feront jamais d'ailleurs, parce que ce n'est même pas dans leur esprit. Ils sont en attente de la décision de Dieu. Le fatalisme, la résignation, ça n'a jamais existé dans la pensée africaine. Ça n'existe pas. Une langue n'a jamais été en panne de mots pour désigner une réalité qu'elle a vécue. Défier quiconque de trouver dans nos langues un mot pour désigner résignation, un mot pour désigner fatalisme, un mot pour désigner dictature, etc. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi il faut s'adosser sur le passé, voir ce que nos ancêtres faisaient et s'en inspirer. Personne n'a dit de prendre en vrac ce que les ancêtres ont fait, mais au moins s'en inspirer. Aucune société jamais n'a été statique. Au fil du temps, elle élague les éléments obsolètes et s'enrichit d'éléments nouveaux, mais qu'elle-même a choisis. Voilà pourquoi le village planétaire, la mondialisation, nous sommes opposés à ça, sont des concepts inventés par les autres, toujours pour nous amener à leur traîne. Eux n'enseignent pas l'histoire de l'Afrique dans leurs écoles. Ils n'en ont rien à faire. Ça ne les intéresse pas. Il y a même des endroits où ils n'enseignent même pas comment ils vont exploiter l'Afrique pour que ça ne ressorte pas. Ils font leur travail. Leur travail, c'est de veiller au bien-être de leur population, même si ce sont eux qui en tirent profit. Parce que tout le monde sait que le capitalisme, ça profite qu'à une minorité, mais au moins ils pensent à l'intérêt de leur pays. Nous, au début de notre activisme, il y a peut-être 40 ans, nous accusions toujours l'Occident, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais nous avons changé de discours, parce que ce n'est pas l'Occident. L'Occident fait son travail. C'est de bonne guerre. C'est à nos dirigeants de dire non, notre jeunesse ne va pas en souffrir. Jamais.
C'est à eux de prendre ces responsabilités-là. À eux et à eux seuls. Personne ne prendra cette responsabilité à leur place. Personne. Donc le Mali n'est pas indépendant, c'est clair. C'est sûr que le Mali n'est pas indépendant. Nos chefs d'État ne peuvent jamais prendre une décision conforme aux intérêts de leur population. Ils sont tout de suite balayés. Donc le Mali n'est pas indépendant. Aucun pays africain n'est indépendant. S'ils étaient indépendants, les élections ne permettraient jamais à un chef d'État d'avoir 2, 3, 4 mandats, de modifier comme il veut la Constitution. Et ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est la loi. Modifier la Constitution comme on veut et s'imposer comme on veut. Alors si on s'inspire de notre passé, la démocratie c'est un mot récent, comme la science c'est un mot récent. Que faisaient les anciens avant? Au Mali, il n'y avait pas meilleure démocratie qu'au Mali, puisque dans la cour royale, tout le monde était représenté. Toutes les couches sociales étaient représentées, y compris les captifs. Ça, ce n'est pas une démocratie. Et ce sont les couches sociales qui ont envoyé le représentant le mieux, celui dont ils pensent qu'il va vraiment tenir le rôle. C'était ça la démocratie. Personne n'a dit de retourner à la cour royale, mais j'ai dit qu'il faut s'inspirer de ce que faisaient nos ancêtres. Il ne faut pas seulement faire du copier-coller de tout ce qu'ils vont nous amener. Ce sont des concepts qu'ils modifient, qu'ils actualisent, tout simplement pour nous mettre à leur dépens, à leur trousse. C'est simplement ça. Donc il faut s'en méfier de ces concepts-là. D'accord. Et je dis, le Mali n'est pas indépendant. Et le 22 septembre, là, vous ne verrez pas des avions voler, vous ne verrez pas des chars de combat, sauf si Ibeka fait comme ATT, il va les emprunter, il va les louer et ensuite les rapatrier. Vous ne verrez pas ça. Madame, si vous répondre à ça, une minute avant de donner la parole à vous. Sur la question, quoi? Quelle question? Sur l'indépendance? Non, par rapport à la réaction de M. Doumbi Fakoly. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, sur la question de s'inspirer du passé pour construire le présent, on est d'accord. Il a dit lui-même, c'est bon de retenir ça, qu'on ne demande pas aux Maliens aujourd'hui de retourner à la cour royale, parce que ce serait totalement en déphasage par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On ne peut pas ignorer non plus la mondialisation. Hein, c'est comment l'aborder, comment tirer son épingle du jeu. Si on est là-dedans, comment se battre, parce que même les autres qu'il cite là, les Asiatiques... Est-ce que vous êtes d'accord avec lui qu'au Mali, les autorités maliennes se sont trompées de direction, comme le pense M. Doumbi Fakoly? C'est question d'orientation. Il y a, moi je dirais plutôt, qui n'ont pas eu les moyens, il le reconnaît, que les dirigeants africains ne sont pas, les pays africains ne sont pas indépendants parce que les dirigeants africains n'ont pas eu la capacité de conduire les politiques, pas les capacités intellectuelles. Je pense qu'ils se sont trouvés, pour la plupart, pris dans un système qui leur échappe quelque part. S'ils avaient les moyens, mais Madame ça les échappe, mais ils continuent à vouloir rester pour gérer ce pays. Si ça les échappe, parce qu'on a toujours l'ambition de régler les problèmes de rester au pouvoir ou de régler les problèmes. Certains ont l'ambition de régler les problèmes et ils n'y arrivent pas, et d'autres veulent être au pouvoir juste pour jouir du pouvoir. Et ça, c'est une différence fondamentale avec le temps de Modibo Keïta, évidemment, parce que le souci d'alors, c'était de comment servir son peuple et non pas se servir de son peuple. Ça, c'est une réalité. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on manque de capacité? Je ne crois pas qu'au Mali ou en Afrique, de façon générale, on manque de capacité intellectuelle, de ressources humaines. Au niveau de la population, pas au niveau de la population, mais au niveau des autorités, de ceux qui ont géré. Les autorités viennent des populations. Ils sont issus, elles sont choisies, elles sont censées être choisies par les populations. Donc, il ne faut pas les séparer, dire que il y a quand même, s'il y a des élections, même si elles sont... Excusez-moi d'insister sur la question, vous l'avez dit, sont censés être choisis par les populations. Aujourd'hui, est-ce que les autorités, les présidents du Mali sont choisis par la population? Je pense que même s'ils sont choisis, ce n'est pas sur des bases claires, que les populations, les souhaits des populations, les préoccupations essentielles des populations ne sont pas encore prises en compte suffisamment par les dirigeants. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que il faut que, justement, pour renforcer la démocratie, il faut que les populations eux-mêmes
assument leur citoyenneté, c'est-à-dire qu'ils se saisissent de ce qu'ils ont comme instrument, que je considère comme étant la démocratie aujourd'hui, que les populations s'en saisissent et se fassent entendre et fassent entendre leur voix et disent stop, là, nous ne sommes plus d'accord avec la façon dont le pays est géré. D'accord, professeur Oumar Boiré, parlons du franc CFA. 58 ans après, est-ce une bonne chose pour le Mali ou pas? Bien sûr que ce n'est pas une bonne chose pour le Mali. Qui peut donner un pan de sa souveraineté à un étranger pour gérer ça? Non, ce n'est certainement pas une bonne chose. Tout ce que dont les gens parlent, c'est une question de stabilité, mais le fond du problème, c'est que aucun pays francophone qui utilise le franc CFA n'a de politique monétaire. Ils ne peuvent pas manipuler la masse monétaire pour stimuler l'investissement dans leur pays. Et toutes les semaines, le ratio entre la masse monétaire et le PIB est décidé par le Trésor et la Banque de France et envoyé à la BCEAO. La BCEAO est un petit postier qui est là pour enregistrer ça et appliquer ça. Donc il n'y a pas de politique monétaire dans ce pays. Il y a une politique fiscale, mais il n'y a pas de politique monétaire. Et donc on ne peut pas dire dans ces conditions que c'est une bonne chose pour le pays. Non, ça ne l'est pas. D'ailleurs, à l'heure actuelle, même le gouvernement français se dit si les pays africains peuvent trouver quelque chose, une solution au problème, et ils sont preneurs. C'est ce que Macron cette déclaration est-elle sincère? Sincère ou pas sincère, c'est le fait que la première fois, ils l'ont dit. Avant, quand tu touchais à ça, tu étais débarqué de ton poste de ministre de ton pays. C'était comme ça que ça se passait. Et même, il y a mieux que ça. Il y a un de survivants. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte que cette situation ne marche plus avec... Non, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont plus le contrôle total de la situation. Parce que le franc CFA avant était soutenu par le franc français. Maintenant, le franc CFA est soutenu par l'euro. Et c'est plus la France seule qui décide. Et il y a les autres pays de l'euro. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas manipuler comme le souhaite le franc CFA. D'accord. Professeur M. Doumbi Fakoli, faut-il abandonner le franc CFA? Mais c'est une évidence. On a un ami qui est très connu, Nicolas Arbou, qui a démontré que le système du franc CFA, c'est le même système que les Allemands avaient appliqué sur la France quand il a dominé la France. Ils ont transposé. C'était dans l'intérêt des Allemands, c'est dans l'intérêt de la France. Ils parlent de stabilité financière pour le pays d'Afrique. Ce n'est pas vrai. Ce qui les intéresse sont les réserves des pays africains. Avant, c'était 100%, c'est passé à 70%, 65%. Maintenant, je crois que c'est à 50%. Bongo, avant de mourir, a dit que l'Afrique a des centaines de milliards dans les comptes d'opération de la France, mais l'Afrique est obligée de s'endetter. Abdoulaye Wade a dit la même chose. Donc, ce qui intéresse la France, ce sont les réserves. C'est ce que ça lui rapporte. Macron, ce qu'elle a dit, c'est de la fumisterie. Tout le monde sait que c'est faux. Même Chirac l'a dit, sans l'Afrique, la France ne serait pas. Si la France perd l'Afrique francophone, mais la France va devenir un pays sous-développé, arriéré, comme le Portugal, qui était une superpuissance mondiale. Portugal a perdu ses colonies. Qu'est-ce qui est devenu le Portugal maintenant? C'est un pays sous-développé. Si la France perd l'Afrique, la France deviendra un pays sous-développé. Macron le sait très bien. Dans sa déclaration-là, c'est de la fumisterie. Ce n'est pas vrai. D'accord. Madame Si Kadia, faut-il revenir au franc malien? Je voudrais dire, ils sont évidemment plus qualifiés que moi pour discuter de ces questions-là, notamment sur les aspects techniques. Mais ce que je retiens simplement, c'est que, comme on dit, les pays n'ont pas d'amis. Les pays ont des intérêts à défendre. Chaque pays a un intérêt à défendre. Chaque continent a des intérêts à défendre. Alors pourquoi on continue à suivre ces pays quelles que soient les options qui vont être prises, ce qui est important, c'est d'abord que les pays africains se mettent d'accord, comme les pays européens ont décidé de se mettre ensemble. Et aujourd'hui, lorsqu'on suit l'actualité, ils sont constamment en conflit ou en négociation, en tout cas très, très dur avec notamment les États-Unis ou avec une partie de l'Asie, parce qu'ils défendent leurs intérêts. Si les pays africains arrivent à se mettre ensemble, et pour cela, il faut que si les dirigeants africains ne donnent pas satisfaction aujourd'hui à leur population, et ça semble vraiment être le cas, il faut que les populations africaines comprennent cela
et se fassent entendre pour que leurs intérêts soient défendus au niveau mondial, que ce soit face à l'Union européenne ou face à la France ou face à quelques pays que ce soit. C'est ça aujourd'hui la question. Le Mali seul ne pourra pas régler cette question. C'est clair. On va écouter quelques Maliens réagir sur cette question d'indépendance. Mais ce que nous regrettons aujourd'hui, notre indépendance-là, est-ce que réellement cette indépendance est en train de nous donner alors tout ce que vraiment alors nous voulons? Est-ce que cette indépendance en réalité est en train vraiment de nous développer? Puisque déjà aujourd'hui la culture malienne va à reculons. Bien sûr, quand je prends les écoles aujourd'hui, ce n'est pas comme les écoles d'hier. Les Maliens ne sont pas indépendants. Les Maliens, c'est toujours du néocolonialisme. Tellement on vit dans une société, l'indépendance n'est qu'une façade. Sinon, c'est la France qui est en train de diriger jusqu'à présent le Mali. C'est pour l'utiliser. Essayons de s'asseoir dans une table de discussion et essayons de décider nos choses à notre propre main. L'indépendance a une grande capitale, a une grande importance dans le monde. L'indépendance d'abord au Mali aujourd'hui est terminée, on n'est plus indépendant. C'est avec le président Modibo Keïta qu'on était indépendant parce qu'il y avait tout. Les sociétés entreprises d'État et il y avait beaucoup de choses. Et Modibo Keïta, le président Modibo Keïta disait dans son discours en 1967 qu'à partir de l'an 2000, il n'y aura plus de famine au Mali, tout en faisant référence à l'Office du Niger. N'y a-t-il pas plus de famine aujourd'hui, professeur Oumar Bouari? Oui, mais disons que ce phénomène a été constaté et moi-même pendant mon bref passage à la primature, j'ai insisté pour qu'on mette l'accent sur l'augmentation de l'échelle de production du riz pour que les gens puissent manger à leur faim et que le surplus soit exporté pour engranger des devises. Et depuis, la production du riz a quadruplé et tous les gouvernements successifs qui sont venus se sont intéressés à l'agriculture. Le gouvernement actuel a consacré 15% du budget national à l'agriculture. Donc, c'est le chemin à suivre, certainement. Et je pense qu'il faut passer par là. C'est indéniable, c'est indispensable. Parce que ça, c'est la chose qu'on peut produire le plus facilement possible. Les restes qui dépendent des technologies et autres, on n'a pas de capital humain pour ça. Les gens ne sont pas formés pour concevoir et innover. Donc, d'accord, il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chaque invité pour les solutions. À vous, professeur Oumar Bouari. Bon, alors, les solutions, c'est la formation du capital humain. Et ça, c'est une constante. Même le président actuel, dans sa lettre de mission au Premier ministre, en a parlé. Mais la question, c'est de savoir comment va-t-on créer les conditions de création du capital humain. C'est ce qui s'est passé avec la décentralisation avancée. Quand ils ont pris un décret, à ce moment on était à la primature, on dit oui, il y a décentralisation avancée. Alors, j'étais assis dans mon bureau, j'ai appelé mes collègues, j'ai dit mais ils parlent de décentralisation avancée. Comment vont-ils mesurer ça? Est-ce qu'ils ont un outil pour mesurer? C'est ce qui nous a amené à créer les PIB régionaux. Chaque région du Mali a son PIB maintenant. 10 secondes. 10 secondes, je vais demander un rap d'1 minute de plus. Chaque région a son PIB et on peut suivre l'évolution de chaque région avec ce PIB régional. Et c'est la même chose avec l'éducation nationale. D'accord. À vous, professeur Doumbi Fakoli. Moi, je ferais constater seulement qu'il y a quelques années, il y a eu les émeutes de la faim qui ont touché pratiquement tous les pays qui environnaient le Mali. Mais le Mali en est sorti intact. Parce que malgré les exoréfuges ruraux, l'agriculture du Malien est saine grâce à nos villages. Et le Mali a une diversification de produits qui faisait qu'il est sorti sans problème des émeutes de la faim. Donc bravo à nos agriculteurs et à nos agricultrices. Sinon, moi, je suis un Africain, je suis un panafricaniste déjà. Moi, ce n'est pas seulement le Mali qui m'intéresse parce que sans les autres pays, le Mali n'est rien. Ça, on le sait. Nous sommes, nous, les panafricanistes. Je dis que pour que ça change, il faut une nouvelle génération de dirigeants qui doit être formée dans la tradition africaine. Ces dirigeants-là, ils ne pourront jamais sortir de l'Afrique dans sa situation. Il y a un phénomène dont on n'a pas parlé, qui est la franc-maçonnerie. Ils sont tous des francs-maçons. Donc ils sont tous dépendants, ils sont tous manipulés, ils sont tous dominés par les francs-maçons de l'étranger, ce qui est pire. D'accord, merci. Madame Sikadiatou, comment rendre au Mali sa souveraineté? Il faut toujours retourner à la base.
Si on veut qu'il n'y ait plus de famine, il faut d'abord... Le Mali n'est pas un pays pauvre. Le Mali n'est pas un pays pauvre. Les ressources qui sont là doivent être mieux exploitées et au profit des populations. Ça veut dire qu'il faut une répartition équitable des ressources qui sont déjà disponibles, ce qui n'est pas le cas. Arrêtons les spectacles de fêter le 22 septembre avec faste. À l'occasion du 22 septembre, on devrait poser les problèmes. Qu'est-ce que les Maliens veulent aujourd'hui? Quelle société ils veulent? Quel type d'État les Maliens veulent aujourd'hui? S'ils ne sont pas satisfaits, qu'ils posent les problèmes et qu'ils décident ce qu'ils veulent. Merci. Et de grâce de ceux qui existent là, le peu qui existe comme ressources, que ces ressources-là soient suffisamment, équitablement partagées et que ceux qui sont à la base puissent bénéficier enfin de cela. C'est un sujet très intéressant à débattre. Voilà. Nous aurons d'autres occasions pour en parler. Merci à Mme Si Kadiatou Sow, membre de l'ADEMA Association, présidente de l'ADEMA Association, Doumbi Fakoli, écrivain, professeur Oumar Boiré, économiste, chercheur. Je suis Mouhamadou Touré à la présentation, débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani. Merci aux techniciens Seydou et Gagné Kanté qui vous ont permis d'écouter et de voir ce débat. Demain, un autre débat avec Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.